En plus, ce qui est bien, c'est que je dis des trucs assez sérieux avec une partouze derrière. C'est quand même magnifique, c'est parfait. C'est magnifique. J'adore ce film. Bonjour les gens, et avant de commencer, 3 choses à savoir. Histoire de changer un peu, j'ai décidé non pas de faire un top des films d'animation japonais, des séries américaines ou de ce que vous voulez, mais de faire un top réunissant toutes les œuvres animées sorties cette année, indépendamment de leur format ou de leur nationalité. Seule condition, qu'elles aient été visibles en France légalement, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, pas la peine de me reprocher l'absence du film Girls und Panzer par exemple. En même temps, je l'ai pas vu le film Girls und Panzer, donc voilà. Malgré mes nuances éventuelles, il n'y a pas une seule œuvre dans ce classement qui ne soit pas recommandable. Pas une. Par ce top, je n'ai pas vocation à statuer que le 8ème est meilleur que le 15ème, ça m'intéresse pas, je m'en fous. C'est surtout un classement en fonction de l'envie que j'ai de les revoir. Et du coup, je m'adresse aux relous éventuels. Pas la peine de venir chouiner parce que Ratchet Clank est 8ème, alors que le Disney, franchement, il est vachement mieux. Non, vous me demandez le même top la semaine prochaine, au-delà des 5 ou 6 premières places, je vous en fais un totalement différent. Prenez surtout ça comme un prétexte pour vous recommander quelques trucs qui méritent votre attention. Puis en plus, Ratchet Clank, je l'ai pas vu non plus, donc Et si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous savez à quel point j'adore passer 5 minutes dans mes intros à raconter ma vie. Et donc du coup... Probablement l'un des meilleurs films de l'été dernier, mais malheureusement, cette suite pâtit à mon sens de la comparaison avec Le Monde de Nemo, que j'ai malheureusement tendance à considérer comme un film parfait. D'où l'impression d'y retrouver les mêmes éléments, mais dénués de leur jusqu'au-boutisme originel. Pour son premier long métrage, Sébastien Lodenbach a choisi de donner sa vision du conte éponyme des frères Grimm à travers un film entièrement réalisé de ses seules mains, intégralement peint sur papier au fil de son inspiration. Le résultat est une œuvre inégalement rythmée, mais au charme évident. Tout simplement inratable, pour qui ne rechigne pas à s'aventurer en dehors des sentiers battus de l'animation. Feignant et bas du front, et en un sens totalement inoffensif malgré un propos fédérateur, qui ne semble être là que pour donner bonne conscience à une enfilade de gags tous plus débiles les uns que les autres. Mais ça tombe bien, j'aime beaucoup l'humour débile. À regarder pour ce qu'il est, pas pour l'étendard subversif que certains veulent bien le faire incarner, et qu'il ne sera jamais. Visuellement, le film est magnifique, mais passé sa volonté de pervertir un peu ses archétypes habituels, de son héroïne décidée à s'ouvrir au monde, à son sidekick débile à souhait, rien ne me donne spécialement envie de retenter l'aventure. Et surtout pas ses chansons. Hein? Ohé ohé, na 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 na. Na 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 na. Le cycle de la vie vu à travers les yeux d'un chat et du défilement des saisons. Adaptation du deuxième court-métrage de Makoto Shinkai, ça fait penser à Makoto Shinkai, mais ce n'est pas du Makoto Shinkai. Cette mini-série parvenant à se forger sa propre identité, tout en se montrant extrêmement cohérente vis-à-vis du matériau d'origine. Bref, c'est court, c'est mignon, et peut potentiellement vous faire verser quelques larmes. Visionnage chaudement recommandé. Rien à faire, même après 2 visions, j'ai du mal à partager l'ahurissant enthousiasme collectif qui a accompagné la sortie de ce premier Disney de l'année. Attention, j'aime bien ce film, hein. L'univers est intéressant, le propos bienvenu et les personnages attachants, mais la deuxième moitié du film, centrée sur l'enquête du duo principal, me paraît bien trop longue et convenue eu égard à ce qui lui a précédé. Rigolo, oui, très joli assurément, salvateur sans doute, mais peut-être encore un peu trop dans le rang pour me satisfaire pleinement. Pour leur premier long métrage, les studios Ankama ont joué des malchances, en atterrissant au cinéma à un moment très chargé en sortie, et laissant les exploitants dubitatifs sur la manière de vendre leurs films. Eh oui, parce qu'en 2016, l'animation 2D c'est encore forcément pour les enfants, et allez leur dire aux enfants que Dofus est issu d'une franchise transmédia, donc d'un univers préexistant auquel il fait bien évidemment souvent référence. Qu'à cela ne tienne, vous êtes maintenant libre d'aller récupérer le Blu-ray d'un film plaisant de bout en bout, animé aux petits oignons, et à qui il ne manque qu'une fin digne de ce nom pour emporter totalement l'adhésion. Probablement l'une des séries qui aura fait le plus parler d'elle cette année à travers le monde. Premier animé à investir le monde du patinage artistique, dont il décrit les acteurs avec humour et beaucoup de sensibilité, Yuri on Ice mérite le coup d'œil, ne serait-ce qu'à l'aune de la relation surprenante entre ses deux protagonistes. C'est frais, sincère et passionnant, en dépit des habituels tics de l'animation japonaise, blindé de dialogues surexplicatifs exprimant en permanence ce que l'on aurait aimé ressentir. Mamoru Hosoda réunit certains des plus gros talents de l'industrie pour une nouvelle itération autour du thème de la famille. Maestria visuelle et récit plus ambitieux qu'il n'y paraît de prime abord, rappellent en permanence que le cinéaste est l'un des plus grands en activité. Charlie Kaufman s'allie à Duke Johnson et 3 comédiens
pour mettre en scène les tourments de la solitude et la scène de sexe la plus érotique vue depuis un bail au cinéma. Probablement le film le plus fascinant de ce classement. Il est maintenant temps de parler d'une série française, la seule de ce classement, adaptée d'une BD de renom elle aussi française et dont elle constitue le préquel. Je parle bien sûr de Last Man, réalisé par Jérémy Perrin. Une série qui aura connu pas mal de soucis de production, au point de devoir recourir à Kickstarter pour financer les 12 derniers épisodes. Pour autant, je ne compte pas prendre vos vessies pour des lanternes. Car même si ces auteurs ont tenté de nous le faire croire, non, la série ne parvient jamais à faire illusion quant à son budget réel. Animation statique, intervalle souvent aux fraises, Last Man est cheap et cela se voit. Mais qu'importe, c'est justement dans sa parfaite maîtrise du médium, dans sa connaissance de la grammaire cinématographique, que Last Man tire toute sa force. Une force où l'animation n'est moins du mouvement que du découpage, où les inserts et les ralentis permettent de ne pas dessiner l'intégralité d'un geste, et où la lumière évite d'avoir à dessiner certains décors. Un héritage de l'animation japonaise qui rythme idéalement la série, à la fois extrêmement dynamique et blindé de bonnes idées, visuelles ou thématiques, qui efface sans souci les quelques soucis d'écriture. Car c'est bien la mise en scène qui assure le spectacle, toujours au diapason d'un protagoniste tantôt bourrin, tantôt drôle, jamais avare en punchline bien senti, mais surtout, toujours sincère et attachant. Last Man est à son image, une série imparfaite mais d'une intégrité sans faille, qui aime le genre, le prend au sérieux, et permet enfin de faire vaciller le paradigme des séries d'animation françaises, non sans qualité mais éternellement vouées aux têtes blondes, qui pourtant grandiront bien un jour. Une série cool donc, qui pêche principalement par un trop-plein de références, certes assumées mais tellement mal digérées pour certaines, qu'elles vont jusqu'à annihiler la portée émotionnelle de la série, dans des scènes pourtant cruciales. Mais bref, le temps me manque et il me faudrait une émission entière pour parler correctement de Last Man. J'espère au moins vous avoir donné envie de tenter le coup, et pourquoi pas de vous lancer dans la BD de Bastien Vives, Balak et Michael Sans-la-Ville, qui sont mine de rien à l'origine d'une initiative qu'il me fallait absolument saluer. Comme vous avez pu le constater jusqu'ici, ce top ne vous dira pas grand chose des histoires des œuvres citées. Perso, je regarde très peu de bandes annonces, et j'aime découvrir des choses sans m'être spoilé avant d'une manière ou d'une autre. J'aime garder cet effet de surprise qui, je crois, accentue le ressenti de la découverte. À plus forte raison quand ce ressenti est justement au cœur du projet, aussi bien thématiquement que substantiellement, que le dit projet donne une place fondamentale à la musique, et que cette musique est celle d'un clip musical d'à peine 6 minutes, à l'histoire classique mais imparable. Ça s'appelle Shelter, c'est signé Porter Robinson et Madeon, en collaboration avec le studio A1 et Crunchyroll, et j'ai trouvé ça sublime. Je le classe 9ème de ce classement parce que pourquoi pas, et je vous laisse découvrir ça par ici. Histoire de tricher un peu et surtout de vous éviter un peu trop d'autopromo, j'ai réuni 2 longs métrages à la 8ème place de ce classement, à savoir Anna et Alice mènent l'enquête et Ma vie de courgette, dont je vous ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Je vous renvoie donc à ma critique / interview de Shunji Iwai et au premier Animag, pour en savoir plus sur ces 2 très jolis films, qui se ressemblent d'ailleurs bien plus qu'on ne pouvait le croire. C'est sans spoiler, donc si vous avez besoin d'un bref avis avant de vous lancer, c'est par là que ça se passe. Première séquence. Un vieil homme part à la conquête du pôle Nord, sous les yeux d'une jeune fille attristée, que l'on retrouve ensuite avachie sur une table parsemée d'outils maritimes, des cartes, des compas, avant que l'écran titre ne se forme sur la vue d'une personne marchant sur la neige en plein blizzard. Traduction. D'abord distante, la caméra finit par un gros plan de la fillette, mettant en exergue sa tristesse, donc le rapport très proche qu'elle a avec le navigateur. Probablement quelqu'un de sa famille, a priori son grand-père. Quelqu'un de très connu quoi qu'il en soit, si l'on en juge son départ en grande pompe. Un fondu enchaîné relie ces événements en présent diégétique, présent que l'on déduit de la présence de photos prises au moment du départ du bateau. Une main manipule une petite maquette suivant un tracé prédéfini, manifestement celui qu'a suivi le vieil homme à bord du dit bateau, le Davai. La caméra révèle que les mains étaient celles de la jeune fille vue plus tôt, qui se saisit désormais d'une figurine d'un homme dirigeant un traîneau, incarnant évidemment son grand-père. La caméra suit le tracé, puis se fige sur cette vue enneigée. Tout en haut du monde, à comprendre littéralement vis-à-vis de l'image, soit le pôle Nord, où se trouve le grand-père d'une fille dont on ne s'étonnera pas qu'elle possède certaines connaissances dans le domaine maritime, du fait des objets visibles sur la table et de sa parenté. Ça dure 1 minute 50, pas un seul mot n'est prononcé et on nous a déjà présenté 2 personnages, le rapport qu'ils entretiennent entre eux, leur passion commune, et même l'enjeu majeur du film, dans la mesure où tout en haut du monde va suivre la quête de Sacha, une jeune aristocrate russe bien décidée à retrouver son grand-père. Vous l'aurez compris, ce film est bien de ceux qui ne vont pas t'expliquer que leur protagoniste est quelqu'un de curieux et entreprenant, mais plutôt le montrer en train de se faufiler discrètement dans une bibliothèque. Bref, il est de ceux qui caractérisent leur personnage par l'action, et dont les contraintes budgétaires évidentes leur ont permis d'aller constamment à l'essentiel, ayant confiance dans l'intelligence du spectateur, pour faire le lien entre 2 images ou entre 2 scènes.
En résulte un film peut-être un chouïa expéditif donc, mais qui imprime une vraie démarche cinématographique à ce très beau portrait de femme, à ce récit d'émancipation, d'apprentissage, de passage à l'âge adulte, appelez ça comme vous voulez. Car en plus de ça, Tout en haut du monde est aussi de ces films dont l'héroïne est une femme forte et indépendante. Et oui, parce que ces films existent. Encore faut-il se donner la peine d'être un minimum curieux. Vous vous souvenez de la dernière fois où une série d'animation japonaise tentait de se renouveler à chaque épisode? Quelle que soit la réponse à cette question, si vous êtes du genre à considérer qu'une œuvre audiovisuelle peut véhiculer du sens et des émotions à travers ses seules images, et si vous n'êtes pas du genre à chouiner parce que franchement, si on lui enlève ça, eh ben il reste pas grand chose, alors l'excellente Flip Flappers est faite pour vous. Flip Flappers donc, soit une série que d'aucuns qualifieront de fourre-tout, de par sa multitude de références et de tons, et qui fait de la perte de repères la condition sine qua non de sa réussite, et ce en parfait accord avec le parcours intime de son héroïne. Pas étonnant dès lors que le show perde des spectateurs en route, à partir du moment où la symbolique remplace les explications, où les images se substituent aux mots, se montrant donc à contre-courant d'une industrie terrorisée à l'idée de ne pas assez expliciter ses enjeux. Flip Flappers joue la carte de l'expérience sensorielle, au gré d'une animation aux petits oignons et de couleurs pétaradantes, qui pourrait la limiter, à tort, au statut de récréation visuelle élégante mais inoffensive. Et on ne va pas se mentir, on se demande parfois où la série veut nous emmener. Mais à 2 petits épisodes de sa fin, j'ai envie de dire que ça importe peu. Le show est un émerveillement de chaque instant, et un divertissement à la personnalité bien trempée, ce qui n'est pas un mince exploit compte tenu de ses composantes. Et puis un animé qui se la joue tour à tour conte de fées, post-apo, horreur ou fantastique, en me laissant ressentir la finalité éventuelle, ne pouvait que s'attirer toute ma sympathie. Mais s'il faut, la finalité en question ne sera qu'un pétard mouillé, et la série une suite de promesses sans autre fondation que son extrême compétence en matière d'animation. Peut-être. Toujours est-il qu'à chaud, je n'ai qu'une seule envie, la terminer et la revoir en intégralité. Et vous en parler de manière plus approfondie dans les semaines à venir. Avec ça derrière, en plus, c'était magnifique, avec le gros gland qui défonce Belladonna, c'est... franchement... Ah, je vous ai pas dit au fait, Last Man a été vendu comme la première série d'animation française pour adultes. Oui, Last Man. Cette série qui ferait marrer n'importe quel ado, et aux enjeux totalement compréhensibles par n'importe quel gamin de plus de 12 ans. Et je vous cache pas que ne connaissant rien à la BD, je m'attendais à quelque chose de particulier, une audace thématique, quelque chose qui me bousculerait. Mais non, Last Man a été vendu comme tel, parce qu'on y voit des boobs et que les personnages disent des gros mots. Enfin, je crois. À moins que 2 séquences de cul ou de gore sur un total de 26 épisodes permettent de la qualifier comme telle, je sais pas. Mais qu'importe en fait, toujours est-il qu'à ce moment-là, j'ai pensé à BoJack Horseman, une série où le protagoniste est un cheval qui, dans la 3ème saison diffusée cet été, va apprendre à contrôler son image afin de plaire au plus grand nombre et espérer remporter un Oscar. Un cheval, oui, dans une série où les animaux et les humains cohabitent ensemble, et qui reprend à son compte certains codes des sitcoms pour étoffer son univers des petits gags qui feront marrer le plus grand nombre. Pas vraiment ce qu'on qualifierait de série pour adultes de premier abord, n'est-ce pas? Et pourtant, ce sont ces mêmes gags, ces digressions, ces répliques pourtant souvent très drôles, qui vont progressivement distiller un malaise. Parce que BoJack Horseman sait aussi se montrer triste, parfois douloureux, à l'image de son protagoniste alcoolique errant dans sa vie tel un fantôme, qui passe son temps à ne pas faire les bons choix et à rechercher son succès d'antan, qui tente par tous les moyens de combler un vide existentiel qui est au cœur des thèmes de la série. Montrer la série à un ado, il se plaira dans le meilleur des cas à rire des situations des personnages et de leurs imperfections. Mais derrière cet humour de façade, BoJack Horseman est une série satirique qui capte l'humain dans ses questionnements existentiels, ses obsessions, ses paradoxes, ses rêves et surtout ses désillusions. Et il le fait au détour d'idées aussi géniales les unes que les autres, chacune de ses vannes, chaque détail, pointant du doigt quelque chose de nous-mêmes ou de notre époque. Comme dans Last Man, les personnages baisent, fument, jurent et se battent entre eux. Mais parce qu'ils le font uniquement pour prendre la pose cool, les personnages de Last Man ne parlent que d'eux-mêmes. Ceux de BoJack Horseman, en revanche, parlent aussi et peut-être surtout de nous. Pour qui aime à catégoriser, c'est peut-être ça finalement qui en fait une vraie série d'animation pour adultes. Au moment de réfléchir à cette vidéo, un constat m'est assez vite venu à l'esprit. À l'exception de quelques rares scènes de Vaiana, aucun film d'animation américain vu cette année n'aura su m'étonner, m'émerveiller par son goût pour l'ampleur et les images iconiques. Mais ça, c'était parce que je n'avais pas encore vu Kubo et l'armure magique. Parce que Kubo ne se contente pas seulement de repousser une nouvelle fois les limites de la stop motion, qui n'aura jamais paru aussi fluide, spectaculaire et cohérente qu'ici. Le film de Travis Knight ne saurait pas non plus se limiter à l'étonnant syncrétisme qu'il incarne pourtant, où le récit campbellien s'habille de folklore japonais, où la mythologie judéo-chrétienne se confond avec le shintoïsme, où le cinéma de Stephen Chow côtoie celui d'Akira Kurosawa. Non, Kubo et l'armure magique est aussi l'une des invitations au voyage les plus surprenantes et dépaysantes que le cinéma américain nous aura offert ces dernières années. Car dans ce monde où la musique procure la vie,
Les cultures, les genres, les tons et les techniques d'animation se mêlent avec une cohérence et une ambition qui n'oublient jamais quelles sont les fondations d'un authentique film d'aventure. Et assez clairement, Kubo et l'armure magique est ce que l'on a pu voir de plus épique et mémorable au cours de cette année d'animation américaine. Alors si l'envie vous prend d'assister à un combat contre un squelette géant tout droit sorti d'un conte japonais, de voir une guenon se mettre sur la gueule avec deux sœurs évoquant la femme scorpion de Shunya Ito, ou tout simplement de profiter de l'ambiance fantastique concoctée par le studio Laika, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Qui se dédie aux œuvres commerciales n'est pas un artiste, disait Osamu Tezuka. Résultat de 10 mois de travail avec Eiichi Yamamoto à la réalisation et Kuni Fukai à la direction artistique, Belladonna résulte de cette profession de foi. Selon Yamamoto lui-même, le créateur d'Astro Boy démissionnera de Mushi Productions après avoir constaté l'envie de ses jeunes collaborateurs de ne se consacrer qu'à des œuvres commerciales. Expérience sensorielle protéiforme, blindée d'influences aussi diverses que le Bunraku, Mura, Klimt ou Chile, Belladonna fait partie de ce cinéma d'avant-garde cher à Tezuka. Un cinéma baroque, iconoclaste, psychédélique et viscéral, où le diable prend une forme phallique et se meut sur des illustrations inanimées, conférant à ce chef-d'œuvre une atmosphère à nul autre pareil, entre érotisme, pacte avec le diable, chasse aux sorcières et féminisme exacerbé. Alors bien sûr, je triche, le film date de 1973 et il s'agit d'une ressortie, mais je tenais quand même à rappeler que les images les plus marquantes de cette année ciné datent d'il y a plus de 40 ans. Et comme me limiter à 2 évidences et demie dans un top de fin d'année reviendrait un petit peu à manquer de respect à un film pareil, je reviendrai très prochainement dans un anima qui lui sera dédié. Hein? Pas non plus des conneries, quoi. Hey! Et si on parlait de la meilleure série d'animation japonaise de l'année? Hein? Mob Psycho 100, donc, n'est autre que l'adaptation du manga éponyme de One, un petit gars connu pour One Punch Man, autre petit manga déjà adapté en une série animée, au succès confidentiel. Hein. C'est produit par le studio Bones, et en un mot commençant, ça tabasse sa grand-mère. Là encore, ne comptez pas sur moi pour vous en dire trop sur le pitch, mais grosso modo, l'univers de Mob Psycho 100 est constitué d'une multitude de personnages truculents, parmi les plus barjots et attachants de cette année. Et au milieu de tout ça, un ado surnommé Mob, timide, nonchalant et inexpressif au possible, bref, fondamentalement insignifiant, comme se plairont à lui rappeler certains esprits avant de se faire démolir la tronche. Eh oui, car Mob a la particularité d'être doté de pouvoirs psychiques extrêmement puissants, qui le mèneront à des affrontements toujours plus dantesques, dans ce qui reste les séquences d'action les plus folles, les mieux animées et les plus jouissives, vécues depuis One Punch Man. C'est bien simple, sur ce plan, le show est l'un de ceux qui tirent le médium vers le haut, qui en explore les infinies possibilités, avec une cohérence qui force le respect. Je vous fais grâce du name dropping et des diverses techniques employées, d'autres s'en sont déjà chargés à ma place. Par ailleurs, en ce qu'elle reprend au plus près la patte visuelle si caractéristique de One, Mob Psycho 100 se part d'une identité visuelle qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui en ce qui me concerne, compte parmi ce que j'ai vu de plus beau cette année. One oblige, la série joue naturellement sur la déconstruction d'archétypes bien connus, à commencer par son protagoniste surpuissant et pour le moins blasé, certes déjà incarné par Saitama, mais ici joué par un adolescent intériorisant ses émotions et cherchant ne pas utiliser ses pouvoirs. L'adolescence, et par extension la quête d'identité, est d'ailleurs au cœur des enjeux thématiques du récit, jusque dans des combats menant Mob aux prises avec ses négatifs symboliques. Bref, loin d'être le passe-temps spectaculaire mais écervelé mis en avant par certains, Mob Psycho 100 est un divertissement de très très haute volée. Vous l'aurez donc compris, c'est jouissif, intelligent, hilarant, parsemé de bourré de rebondissements et de ruptures de ton, donc régulièrement surprenant. Alors vous allez me faire le plaisir d'aller mettre ça fissa entre 2 tranches de foie gras, et vous reviendrez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En ce qui me concerne, je vous en reparle dans les prochaines semaines, et je vous laisse avec mon numéro 1, seule œuvre de ce classement à avoir fait le pari du muet, et donc il n'était pas vraiment question que je parle à sa place. J'en profite au passage pour vous remercier de votre présence sur la chaîne, je crois qu'on a environ 1100 à l'heure actuelle, et je vous remercie aussi de vos retours toujours aussi enthousiastes, et j'espère que ça continuera encore longtemps comme ça. Je vous souhaite donc à tous de très bonnes fêtes, et on se revoit l'année prochaine pour de nouvelles aventures.